merci d'être ponctuel. Vous êtes plus ponctuel que nous. On va donc débuter ce premier débat. Je vais d'abord peut-être un peu vous présenter cette journée qui pour nous est une première en province. On a déjà fait un premier tour à Paris, c'était il y a à peu près 6 mois. Et on a ressenti le besoin de maintenant se déplacer en province pour aller à votre rencontre, pour comprendre vos préoccupations, pour vous apporter notre expertise et celle de tous nos partenaires sur toutes les problématiques liées à la gestion de patrimoine. Donc vous aurez aujourd'hui un certain nombre d'ateliers dont vous avez tous les menus qui sont affichés devant les salles. Vous avez aussi la possibilité d'aller à la rencontre de tous nos partenaires. Vous avez l'ensemble des marques de partenaires qui sont indiquées sur votre droite, à gauche de la scène ici. Donc ils vous attendent sur toute la journée. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Nous, le particulier, on a un stand aussi à votre disposition. Vous pouvez trouver des ouvrages que nous publions régulièrement. Donc on va ouvrir cette première conférence qui tourne autour de l'assurance vie. Cet après-midi, vous aurez une conférence sur l'immobilier et en fin de journée, vous aurez une conférence sur la bourse animée par Roland Laskin, qui est le rédacteur en chef de la déplacement et qui est aussi le rédacteur en chef de la partie bourse du Figaro. Voilà. Donc sans plus attendre, on va débuter cette première conférence. Pour m'aider, j'ai deux intervenants. Donc à ma droite, c'est Lucie Courvoisier, qui est la responsable commerciale pour la région Nord, pour l'île notamment, de SMA Vie. Et à ma gauche, Alexandre Jouard, qui est lui responsable régional de l'épargne patrimoniale, également sur l'île, enfin à Mont-Saint-Barret plus exactement, pour la G2R. Donc la thématique de ce premier débat, ce sera une thématique récurrente, hein, c'est comment doper le rendement de son contrat d'assurance vie tout en limitant les risques. Donc je propose qu'on fasse déjà un premier tour avec nos intervenants sur l'avenir des fonds en euros. Parce que la problématique, là vous m'entendez bien, la problématique, c'est vraiment aujourd'hui l'effritement des rendements des fonds en euros. Et dès lors, est-ce que cet effritement va se poursuivre dans les années à venir? Et au final, est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autres solutions pour doper l'épargne qui est investie dans les très nombreux contrats d'assurance? Voilà. Donc je ne sais pas qui a envie de commencer. Vous voulez commencer? Voilà, donc pour première problématique, est-ce que les fonds en euros vont continuer à faire du rendement et pourquoi? Je dirais que oui, effectivement, depuis quelques années, on voit bien que le fonds en euros baisse d'année en année. Ça va continuer parce que les obligations d'État ne cessent de baisser. Et effectivement, pour vous donner un exemple, actuellement des EAT, le taux de rendement est l'année dernière était à moins de 1% et là en début d'année était à moins 0,5%. Donc effectivement, le fonds en euros va continuer de baisser parce que les assureurs investissent sur des EAT pour justement préserver le capital. Maintenant, par rapport au livret A ou des choses comme ça, le taux de rendement reste correct. Oui, alors effectivement, on assiste à une baisse des rendements de fonds euros et ce depuis de nombreuses années maintenant. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne a dû être en 2014 autour de 2,5% pour le marché français. Il y a 10 ans, en 15 ans, au début des années 2000, on était plutôt autour de 4,5-5%. Donc des rendements qui ont été divisés par deux. Mais pour autant, je pense que les fonds euros continuent largement de remplir leur rôle. Il y a 3 caractéristiques principales qui sont importantes d'être rappelées, à savoir effectivement une sécurité absolue.
On sait que le capital est garanti à tout moment, et ce, quel que soit le moment où l'épargnant souhaite récupérer de l'argent. Ça, c'est le premier point. Il y a un effet cliquet. L'effet cliquet, c'est que les intérêts sont également acquis année après année. J'investis 100 euros, l'année suivante, j'en ai 103. C'est bien 103 euros qui sont garantis, non plus 100 euros. Donc ça, c'est une caractéristique qui est quand même hyper avantageuse. Et troisième caractéristique importante, c'est la disponibilité absolue de l'épargne. Je peux racheter à tout moment. Alors, ces trois avantages, ça impose des contraintes aux compagnies d'assurance. Cette contrainte, c'est de placer cet argent sur des supports sécuritaires. Donc ce sera plutôt des produits de taux et effectivement à hauteur d'environ, en moyenne, ça doit être 80% sur des obligations, dont les obligations d'État pour moitié à peu près de ces 80%. Donc c'est ce que disait très bien Lucille, c'est qu'aujourd'hui effectivement on doit être à 0,5-0,6 sur les OAT 10 ans de l'État français. Vous comprendrez bien qu'avec ces taux-là, l'érosion des rendements est déjà en grande partie expliquée. Maintenant, je pense qu'il faut aussi voir ce rendement le rapprocher de l'inflation. La chance que l'on a actuellement, c'est que l'inflation aujourd'hui, pour 2014, était autour de 0,5%. Donc, si un petit calcul rapide, 2,5 moins 0,5, ça fait effectivement un accroissement de 2%. C'est-à-dire que le rôle du fonds euro, qui est de préserver le pouvoir d'achat, voire l'améliorer, est largement rempli. Et si on met aussi les choses dans leur contexte, vous êtes sans doute tous informés que les livrets réglementés qui sont aussi des références, je pense aux livrets A, aux LDD, sont aujourd'hui à 1%. Donc les fonds euros en moyenne ont quand même une performance 2,5 fois supérieure aux livrets réglementés. Donc certes, une baisse des rendements, mais le rôle du fonds euro en tant que tel est préservé aujourd'hui. D'accord. On a vu qu'effectivement, la problématique des fonds en euros, c'est leur poche obligataire. Donc 80% d'obligations. Grosso modo, c'est quoi? C'est 40%, enfin, moitié-moitié entre emprunt d'État et emprunt privé, j'imagine. Donc la bonne solution, ça serait que ces taux remontent, ou alors est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je pense que ça sera quand même plus compliqué que ça. Effectivement, une remontée des taux, on ne peut pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle interviendra. C'est vrai que quand on lit pas mal la presse, on dit plus sur 2016, 2015, mais bon, ça, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire à quel moment ça va remonter. Et puis, ma foi, il ne faut pas non plus que ça remonte trop vite non plus. Donc, là, à ce niveau-là, je pense qu'il faut patienter. Mais effectivement, comme le disait Alexandre tout à l'heure, bon, effectivement, le fonds en euros, peut-être que le rendement est bas, mais par rapport au livret A ou autre, ça reste plus que raisonnable et il y a toujours la sécurité du capital. Quels seraient les dangers, justement, d'assister à une remontée des taux trop rapide? Alors, je ne suis pas économiste, mais c'est un scénario auquel, en tout cas, les experts s'accordent pour dire qu'il est peu probable. Une remontée, ça c'est probable évidemment parce que les taux n'ont jamais été aussi bas. Le risque, ça pourrait être, à partir du moment, effectivement, dans un fonds euro, c'est une grosse partie d'obligations. Quand les taux montent, le prix des obligations baisse. C'est mécanique, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc le risque serait une désinfection massive pour les fonds euros pour aller sur des produits qui auraient un taux d'intérêt plus intéressant évidemment, ce qui pourrait mettre en difficulté certains assureurs. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont très poussées. Je pense à la solvabilité 2 notamment, qui s'impose aux assureurs et qui aujourd'hui est faite en tout cas pour assurer la pérennité de l'ensemble des compagnies d'assurance. Évidemment, ça s'applique aussi pour les établissements bancaires. Risque il y a, mais qui, à mes yeux, est très mesuré. Et s'il devait y avoir une hausse, beaucoup s'entendent pour dire que ce serait une hausse mesurée et graduée dans le temps, en tout cas. D'accord, donc on a bien compris, aujourd'hui, pour les
2-3 années à venir, on peut peut-être résumer les choses comme ça, les rendements vont continuer, quoi qu'il en soit, à s'effriter. Ce qui n'est pas forcément catastrophique dans un contexte d'inflation basse, parce que l'épargne continuera à être protégée. Toutefois, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se contenter aujourd'hui 2,5, demain peut-être 2, et qui sait 1,5% de rendement sur les fonds en euros, c'est peut-être pas satisfaisant pour vos épargnants, pour nos lecteurs, pour les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Donc, est-ce qu'il existe, toujours dans l'univers des produits sans risque, dans le cadre de l'assurance vie, des alternatives aux fonds en euros classiques, qui seraient facilement, qu'on pourrait facilement mettre en œuvre? Qu'en dites-vous? Alors, effectivement, parce qu'il y a quand même une caractéristique, alors je ne sais pas si elle est franco-française, mais en tout cas elle est très marquée, c'est que quand on s'adresse à un épargnant, une de ses contraintes est je veux une sécurité absolue de mon placement. Après, accessoirement, je voudrais aussi du rendement, mais ma prérogative c'est celle-ci. Donc évidemment que les compagnies d'assurance et autres se sont creusées la tête pour se dire voilà, cette baisse des taux était anticipée. Et donc on voit fleurir de nouveaux produits qui ont leur intérêt. Alors je pense qu'il n'y a pas de produit miracle, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais aujourd'hui on a deux alternatives, donc c'est avec les mêmes caractéristiques en fonds euros, donc à savoir toujours cette sécurité absolue, cet effet cliquet, cette disponibilité. C'est des fonds euros mais plutôt à dominante immobilière. C'est-à-dire plutôt que ces fonds soient adossés sur des OAT, ils vont être plutôt adossés sur de l'immobilier. En général, c'est de l'immobilier d'entreprise. Alors ça peut être de la détention immobilière en direct ou par le biais de SCI, SPI, OPCI maintenant. Donc les performances là, sur les dernières années sont plutôt très intéressantes sur ce type de fonds. Le risque, ça reste de l'immobilier en sous-jacent, donc on n'est quand même pas à l'abri d'un retournement du marché immobilier. Le deuxième point, c'est que si ces produits avaient un succès fou, les gérants auraient beaucoup de mal à trouver des biens immobiliers de qualité. Donc aujourd'hui, tant que c'est sur un marché de niche et les précurseurs ont été gagnants, est-ce que ça va durer? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Donc ça c'est la première alternative. La deuxième c'est ce qu'on appelle les fonds eurodynamiques. Fonds eurodynamiques qui fleurissent depuis 2008-2009. Donc là en fait on a toujours cette garantie en capital. En fait le principe de gestion c'est pour faire simple à peu près on va mettre 70 à 80% de fonds euros. Et donc entre 20 et 30% d'unités de compte ou d'actions qui sont destinées à être un moteur de performance. En gros, la philosophie, c'est si la bourse monte, je gagne, si la bourse baisse, je ne perds pas. Pourquoi? Parce que la compagnie d'assurance et le gérant derrière vont simplement observer comme le lait sur le feu la partie action. Si cette partie action monte, tant mieux, ça va venir doper la performance générale du fonds. Si la partie action devait baisser, à un moment donné, on se réserve la faculté d'arbitrer cette partie action pour devenir un fonds 100% euros, ce qui aura pour effet évidemment de sécuriser le capital. Après, c'est un petit calcul assez simple. Si j'ai 70% qui vont rapporter 3%, je sais que si les 30% passent de 7%, j'aurai un jeu à somme nulle, et donc je sais que je dois arbitrer dans cet ordre de grandeur-là. Si je comprends bien, on peut avoir un gain de performance significatif, mais aussi on prend le risque d'avoir, on ne va pas perdre d'argent, ce qui est toujours la garantie en capital, mais on a aussi le risque d'avoir aucune performance, ou une performance est faible, inférieure à celle en tout cas des fonds en euros classiques. Effectivement, sur une très mauvaise année, on peut avoir du zéro, mais en aucun cas on peut avoir de performance négative. C'est vraiment l'engagement de la compagnie d'assurance, et sur une bonne année, on peut avoir des performances, une bonne année boursière j'entends, on peut avoir des performances proches de 5%, où un fonds euro sera béni. En général, les objectifs de gestion sur ces fonds, c'est d'avoir une performance d'environ 1 point de plus qu'un fonds euro traditionnel. C'est pas parce que la bourse sera plus 20 que ce type
le fonds fera plus de plus 20. Il s'arrêtera à plus 5, plus 6, parce qu'évidemment, il est aussi freiné par la partie 70% fonds euros. Ça c'est quelque chose que vous ne commercialisez pas chez SMABI? Non, du tout. Donc par contre, nous, depuis 2011, c'est vrai qu'on incite gérer nos sociétaires à justement investir une partie sur des unités de compte. Donc nous, et SMABI BTP, c'est vrai qu'on gère essentiellement des chefs d'entreprise, donc ils prennent des risques déjà tous les jours, donc on ne peut pas non plus les... On a un rôle pédagogique en leur incitant justement à aller sur la bourse, mais en maîtrisant le risque, parce que la question qu'il faut avant tout se poser, c'est qu'est-ce que veulent nos sociétaires ou les épargnants. Donc par rapport à ça, on fait une répartition, donc effectivement on laissera toujours à peu près 80-85% sur le fonds en euros, parce que malgré tout, il y a l'effet cliquet, il y a quand même la garantie du capital. Et on mettra justement pour venir booster le fonds, on mettra à peu près 15-20% sur des unités de compte. Donc pour vous donner un ordre d'idée, effectivement l'année dernière, on a fait un point de plus. C'est-à-dire que sur le fonds en euros, on était à 2,81 et en faisant 85-15 sur des unités de compte, on était à 3,91. Donc on ne cherche pas non plus la performance à plus 10, plus 15. On peut, on a des unités de compte. Maintenant, il faut savoir que si vous voulez une performance à plus 10, plus 15, il faut aussi prendre beaucoup plus de risques. Donc après, c'est à nous de savoir et à discuter avec nos sociétaires pour justement quel risque et quelle part de risque ils souhaitent prendre et quel rendement, idéalement, ces personnes aimeraient avoir. Alors, on va développer ce sujet tout à l'heure parce que c'est sans doute une des façons de développer sensiblement son rendement. Il y a un produit dont on n'a pas parlé encore, qui est un produit tout nouveau, qui sont les fonds euro croissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? Pourquoi, sur le papier, éventuellement, c'est un produit intéressant et nous raconter, nous expliquer si aujourd'hui il faut se lancer sur ce type de produit ou si le timing est un peu déconnecté. Alors, les fonds euro-croissance, c'est une nouvelle génération de placements. En fait, pour vous donner l'image, aujourd'hui, sur un contrat d'assurance vie, parce que c'est principalement dédié à ce type de support, on a l'épargnant a le choix entre soit le fonds euro, soit les unités de compte. Et là, le législateur a inventé une gamme qui est vraiment intermédiaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est de garder cet aspect sécurité auquel tout épargnant est attaché, c'est-à-dire avoir une garantie en capital, mais aussi essayer de trouver des solutions pour doper la performance. Alors la différence avec les fonds euros dont on a parlé tout à l'heure, c'est que cette garantie en capital ne sera pas à tout moment, mais elle sera au terme. C'est-à-dire qu'il y aura un engagement de l'épargnant. Cette durée sera pour un minimum de 8 ans et elle pourra être beaucoup plus longue parce qu'elle pourra aller jusqu'à 30 ou 40 ans. Ça, c'est au choix de l'épargnant. Au choix de l'épargnant, alors je pense que les compagnies d'assurance proposeront plusieurs durées, mais ce ne sera peut-être pas complètement à la carte. Il y a encore très peu de produits euro-croissance qui sont sortis parce que c'est tout nouveau. On parlera peut-être du timing après, je vais vous en expliquer le principe. Donc, pour garantir ce capital au terme, l'assureur sait qu'il a un engagement, mais qui est au bout de 8 ans. Donc à partir de ce moment-là, il peut assez facilement déterminer, ben voilà, si je mets 80% sur tel support relativement sécuritaire, c'est ce qu'on appelle la provision mathématique, ces 80% par le jeu des revalorisations deviendront 100% au bout de 8 ans. Donc ma garantie en capital, elle sera de la sorte, et ça veut dire que sur les 20% restants, je vais pouvoir prendre beaucoup plus de risques, aller sur des supports beaucoup plus dynamiques, sachant que ces supports, même s'ils baissaient, ne baisseront jamais de 100%, ne disparaîtront jamais. Aller dans un scénario catastrophe, ça pourrait baisser de 50%, mais ça voudrait dire que j'aurais non seulement mon capital, mais aussi des intérêts. À partir du moment où, et je pense qu'ici dans cette salle tout le monde le sait, on a un certain horizon de placement, on sait que la bourse sur le long terme devrait rapporter plus, surtout en l'état actuel des choses. Ça paraît être un pari intéressant. Donc ça s'adresse à des épargnants qui ont justement cette vision de pouvoir
investir sur des durées 8 ans, voire plus, en se disant a priori je n'aurai pas besoin de capital. On pourra toujours récupérer son argent à tout moment si on le souhaite, sachant que là ce sera au prix du marché. C'est-à-dire que si ce qu'on appelle la provision de diversification avait baissé, on n'est pas sûr de récupérer l'intégralité de son capital. Aujourd'hui, donc, ce type de produit, on espère des performances entre 0,5 et 2 points de plus en l'état actuel du marché par rapport à un fonds euro traditionnel. Plus l'épargnant aura un horizon long terme, c'est-à-dire non pas 8 ans, mais par exemple 15 ans, au plus la poche diversification pourra être importante pour l'assureur, et donc au plus la perspective de performance sera également intéressante. C'est vraiment une nouvelle génération de fonds, on pense que c'est l'avenir effectivement pour les gens qui ont un horizon de placement. Alors, Lucie Courvoisier, est-ce que on dresse là un portrait de tous ces fonds qu'elle a tout à fait intéressant, mais est-ce qu'aujourd'hui, le timing il est bien choisi pour aller investir sur ces fonds-là? Actuellement, je dirais, nous, à la SC Ma Vie, donc notre contrat, entre guillemets, est prêt, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore commercialisé, dans la mesure où, justement, par rapport au timing, la bourse étant quand même à un niveau très bon, je dirais. Donc effectivement, on ne trouve pas opportun actuellement de partir sur l'euro-croissance. Donc effectivement, actuellement sur le marché, il y a 5 ou 6 contrats. Donc on voit bien que, même si on en a parlé énormément dans la presse l'année dernière, il n'y en a pas sur le marché, ils sont 5 ou 6. Ça a été un produit d'appel, je dirais, par rapport à certains organismes. Mais actuellement, l'euro-croissance, effectivement, ça sera certainement le produit d'avenir, mais pas à l'heure actuelle. Donc il faut mieux attendre un peu, d'autant que on attendait tous, quand on avait annoncé les sorties de l'euro-croissance, un coup de pouce fiscal qui aujourd'hui n'existe pas sur ces produits-là. Est-ce qu'on a éventuellement la chance de voir cet état de fait se changer un peu? Écoutez, je pense qu'il faudra attendre avec les lois de finances et autres. Apparemment, notre Premier ministre parlait justement d'éventuellement mettre un impact fiscal. Effectivement, l'euro-croissance, actuellement, elle n'a pas d'impact fiscal. Et je pense que c'est par rapport à ça aussi qu'on n'a pas de demande excessive sur l'euro-croissance. Donc, vous l'aurez compris, le produit existe. Le timing n'est peut-être pas le meilleur pour aller investir sur les fonds d'euro-croissance. Nous, on en parle assez fréquemment dans le journal, dans le magazine particulier. On reviendra dessus rapidement, dès lors qu'on estimera que le moment est sans doute mieux choisi. Mais alors, bon, finalement, on a évoqué tout à l'heure les fonds en euros immobiliers, les fonds à gestion dynamique, qui sont quand même tous les deux des fonds en euros avec une garantie en capital, mais dont le rendement n'est pas garanti, oui, pour le coup. On a ces fameux fonds euro-croissance pour lesquels le timing n'a pas l'air tout à fait formidable. Mais est-ce qu'on a vraiment des solutions aujourd'hui pour doper son contrat d'assurance vie tout en maîtrisant les risques? Je dirais que, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, nous, depuis 2011, même un petit peu avant, depuis 2010, pour doper justement les contrats d'assurance vie, donc c'est essentiellement de placer une partie effectivement sur le fonds en euros pour éviter, je dirais, une perte du capital, et en même temps, pour avoir 1 ou 2% de plus, c'est d'investir sur certaines unités de compte. Donc toutes les compagnies ont des unités de compte. Après, tout dépend des performances que vous recherchez. Mais à côté de ça, il ne faut pas perdre de vue l'assurance vie. Pourquoi vous avez fait l'assurance vie? C'est aussi un outil fiscal, je dirais, par rapport, c'est un couteau suisse, comme nous on l'appelle dans notre jargon, où vous pouvez l'utiliser aussi bien pour vos projets, votre retraite ou autre. Et c'est aussi un outil de transmission à vos héritiers. Donc, nous, notre conseil, et c'est ma vie, ce serait vraiment de répartir en mettant 80% sur du fonds en euros et aller 15-20% sur des unités de compte et bien répartir ces unités de compte pour justement répartir le risque. Donc vous avez aussi, j'imagine, un peu cette même vision des choses, tout en sachant que
tous les épargnants n'ont pas forcément la connaissance financière pour faire une bonne répartition. Donc c'est vrai qu'ils comptent un peu sur vous, sur nous aussi, mais ils comptent aussi un peu sur vous pour vous les guider. Donc quels sont aujourd'hui est-ce qu'il y a des fonds qui sont adaptés en fait à ce type de diversification? Alors complètement, en fait, aujourd'hui, la méthode qu'on applique, c'est effectivement, comme disait Lucille, on va poser à notre épargnant la première question, c'est qu'est-ce qu'un bon rendement pour vous? Parce que certains se contenteront de 2,5% et dans ces cas-là, on va leur dire un fonds euro est très bien pour vous. Ça c'est le premier point, c'est la personne qui nous a les annonces du 10%, évidemment qu'on lui dira là, il va falloir mettre une dose de risque importante. Aujourd'hui, dans ce qu'on voit, du 3,5-4% en général satisfait l'épargnant. Donc à partir de là, on va aussi regarder un point très important, c'est l'horizon de placement. Évidemment, si on nous dit j'aurais besoin de cette épargne dans un an, on va plutôt favoriser du placement sécuritaire. Si la personne nous dit au contraire, a priori, j'aurais jamais besoin de cet argent, mais on ne sait jamais, en cas de coup dur, la poire pour la soif. Mais a priori, j'ai des épargnes à côté, on va regarder la structure du patrimoine de l'épargnant. Et si effectivement il y a une recherche de rendement, là on va dire voilà, il n'y a pas beaucoup d'alternatives que de diversifier vos placements. Il n'y a pas de solution idéale. La solution idéale, c'est de faire une bonne allocation avec un bon dosage entre la sécurité qui apportera justement cette garantie au capital et des diversifications sur les unités de compte. Après, en fonction du profil de l'épargnant qu'on a en face de nous, alors très souvent, effectivement, les gens n'ont pas envie de s'en occuper, veulent bien réfléchir lors d'un entretien, mais après veulent que ça se déroule tout seul. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les profils, les fonds profilés, en fait, qui sont en fonction, on a 3 grands types de profils, alors les terminologies peuvent différer, mais grosso modo ça va être du prudent, équilibre et dynamique. Bon, je pense que les termes sont assez parlants. Un profil prudent, ce sera un profil sur lequel on aura environ 80% de produits de taux, 20% de produits actions. Un profil équilibre, ce sera 50-50, et un profil dynamique, on sera sur du 80-20. Je vous interromps juste à ce stade-là. Est-ce que, dans le cadre de diversification pour doper son rendement, ça a du sens d'aller sur des fonds sécuritaires, dès lors qu'on a déjà cette même sécurité sur le fonds en euros? Vous expliquez que c'est à peu près effectivement 80% de produits de taux et 20% d'actions. Dans la gestion des fonds en euros, finalement, on a des allocations qui sont assez proches. Est-ce que ça a du sens de rajouter ce type de fonds? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, en général, effectivement, à partir du moment où on rajoute du taux sur du taux, pour illustrer votre propos, si je fais 80% en actif général ou en fonds euros et 20% sur un profil prudent, je n'aurai donc jamais que 20%, c'est-à-dire 4% d'actions. Ce qui ne va pas doper la performance, on est bien d'accord. Donc à partir de ce moment-là, on va plutôt effectivement, parce que je pense que c'est une caractéristique qui est importante que tout le monde ait ici, mais c'est que grâce à un contrat d'assurance vie multi-support, et c'est les seuls placements où on peut vraiment mixer 2 types de supports très différents, qui sont des supports sécuritaires et des supports actions. Quand vous êtes sur un PA, vous êtes à 100% d'actions, quand vous êtes sur un livret A, vous êtes à 100% sécuritaire. L'assurance vie permet cette mixité qui est vraiment tout à fait intéressante. Et effectivement, si on s'oriente sur des profils, parce qu'on parlera d'autres choses, je vous prends juste après, autant aller sur un profil plutôt dynamique, puisqu'il y aura peu de taux, il y aura 20% de produits de taux, qui viendront quand même sécuriser en cas de dérapage des actions, mais qui effectivement pourront apporter un surcroît de performance. Pour donner un ordre de grandeur, sur 2014, alors qui a été une année compliquée, ou ça en parlant, en tout cas très, très volatile, des profils prudents ont pu donner autour de 4-5%, des équilibres autour de 8% et des profils dynamiques autour de 10%. Il peut y avoir de grosses variations. Mais évidemment que si j'aurais que 20%, autant que ce soit 20% sur du dynamique, ce qui viendra réellement doper la performance. Un profil prudent ressemblera plus à un actif général sans garantie en capital pour le coup. Et vous, à vos clients, vous leur conseillez quoi aujourd'hui en termes de diversification?
si effectivement ils ont ce souhait de vouloir augmenter sensiblement la performance de leur fonds de rouleau. Bah nous, on leur propose de partir sur des unités de compte, mais après la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment on doit investir sur la bourse, parce que c'est vrai que parfois on a l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est quand la bourse est haute, qu'on a certains épargnants qui disent on veut y aller, et puis bon, effectivement après ça se casse la figure, on se dit bah non, on n'aurait pas dû y aller. Donc nous justement pour accompagner nos sociétaires, on a mis en place des options d'arbitrage. Et c'est géré directement par, parce que c'est aussi par rapport à ça, c'est une problématique aussi des épargnants, c'est de dire bah, comment je gère tout ça après. Donc effectivement, nous c'est géré au niveau de notre siège, et on a des options d'arbitrage qui font qu'on fait tout un calcul par rapport à différents ratios, le CAC 40 et autres. Quand ça baisse, bah, c'est d'aller investir justement une partie du fonds en euros sur une unité de compte quand vraiment c'est le bon moment. Et après, on a d'autres options d'arbitrage également qui sont intéressantes justement pour préserver le capital, c'est-à-dire qu'on va aller investir les intérêts qui ont été produits sur un capital investi. Donc on investit vraiment que la partie intérêt, donc ce qui fait que le capital est toujours préservé. Et après, c'est aussi d'investir sur les unités de compte, mais je dirais de façon progressive, pour justement bénéficier des périodes de hausse et de baisse, et d'avoir justement un rendement qui soit équivalent à plus 1, plus 2 par rapport au fonds en euros. Oui, vous avez aussi ce type de gestion d'arbitrage sur vos contrats, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées par vos souscripteurs? Alors, de plus en plus. Alors déjà parce que nos options de gestion ont évolué et effectivement, au vu de la volatilité des marchés aujourd'hui, alors soit on a un épargnant qui tous les matins en buvant son café va allumer son ordinateur et regarder ce que fait le CAC 40, mais ils ne sont pas si fréquents, ou alors au contraire on va avoir des gens qui veulent effectivement que la compagnie d'assurance effectivement suive tout ça. Alors, les hommes sont faillibles, l'informatique moins, j'entends par là qu'aujourd'hui c'est des options de gestion automatisées. Il y en a une qui est, alors je vais utiliser un anglicisme, mais je pense que les termes sont assez simples et intéressants. Alors chez nous elle s'appelle le click floor, mais en fait c'est des stops à la baisse, mais relatifs. Avant, il existait une option qui s'appelle un stop à la base. Je vais prendre un exemple chiffré pour que vous compreniez bien. J'ai investi sur une unité de compte qui vaut 100. Cette unité de compte monte jusqu'à 150. On va noircir le trait. Et j'ai mis un stop à la baisse à moins 10. Elle redescend, il ne se passe rien, elle redescend à 90. Et là, j'ai mon arbitrage qui se fait. Donc là, j'ai perdu 60, en fait, par rapport au plus haut. Vous n'avez perdu 10, mais psychologiquement vous aurez perdu 60, effectivement, par rapport à votre mise initiale, effectivement, on va nous dire que vous m'avez fait perdre 60 et non pas 10. Et je l'entends très bien, je le comprends tout à fait. Donc là, le souci de cette option, c'était qu'effectivement, la valeur de référence, c'est la valeur initiale. Aujourd'hui, on a une option qui est dynamique, et où la valeur de référence ne va plus être la valeur initiale, mais la plus haute valeur atteinte. Dans mon exemple, je suis monté à 150, un arbitrage se ferait donc à 135. 10% de 150, c'est-à-dire moins 15, donc 135. Et là, je vous dis, vous m'avez fait gagner 35. Exactement, donc vous êtes content. Donc c'est une option qui est gratuite en plus, dans la plupart des contrats. Et là, il y a un vrai suivi qui est fait. Et donc, dans le pire des cas, j'ai investi au plus haut, ça baisse, ça aura le même effet qu'un stop classique. Et à partir du moment où ça monte, effectivement, là, je suis sûr d'avoir une option beaucoup plus dynamique. De la même manière, pour vous illustrer l'intérêt de cette option, qui est très simple à mettre en place, que si je mets à l'inverse un top, c'est-à-dire je me dis à plus 20, je suis content, j'ai fait plus 20, j'arrête. Dans l'exemple que je viens de vous donner, je vais arbitrer à 120. Et là, la frustration, c'est de se dire, zut, j'ai arbitré trop tôt, ça continue de monter de manière intéressante et j'en ai pas profité. On l'achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut, mais là, c'est quand même une méthode dynamique qui permet effectivement d'optimiser la volatilité. D'accord, donc si on veut résumer clairement les choses, aujourd'hui, les fonds en euros, c'est bien pour la sécurité, ça préserve contre l'inflation, encore de manière assez efficace, mais si on veut plus de rendement, il faut accepter de prendre un peu plus de risques,
mais on peut maîtriser ce risque. Hein, c'est ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc effectivement, parce que bon, le but c'est aussi que vous gagnez de l'argent par rapport à ce que vous placez sur vos contrats d'assurance vie. Mais voilà, par rapport à ça, il faut investir sur le fonds euro. Ça, on vous dit depuis tout à l'heure, il ne faut pas dire bon allez, je vais l'investir en totalité sur les unités de compte. Et en même temps, il faut aller diversifier sur les unités de compte, mais en même temps mettre des options d'arbitrage, parce que vous ne pouvez pas être tous les jours en train de veiller à la hausse et à la baisse et dire bon, quand est-ce que j'arbitre? Effectivement, je vais peut-être arbitrer, ça va continuer de monter, j'aurais peut-être dû attendre. Donc ça vous permet, je dirais, de maîtriser votre risque et puis d'investir prudemment et en dégageant un rendement supérieur au fonds euro actuellement. Alors, il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'impact du temps. C'est-à-dire qu'on peut accepter de prendre des risques, j'imagine, quand on a 15 ans ou 20 ans d'horizon de placement. Quand on n'a plus que 5 ou 10 parce qu'on a un projet, par exemple, on n'est pas tout à fait dans les mêmes eaux. Donc comment est-ce qu'on va doser, comment est-ce qu'on va effectivement prendre en compte ce facteur temps? Alors, de la même manière, quand on a effectivement une échéance clairement établie, ça peut être le départ en retraite, mais ça peut être d'autres choses, il existe des mécanismes du type qu'on appelle la gestion par horizon. Le principe de la gestion par horizon, ça va être de dire, voilà, vous êtes à 10 ans de l'échéance que vous êtes fixée, on va pouvoir mettre, bon, c'est des chiffres à titre d'exemple, mais 25-30% en unité de compte par rapport à la recherche de performance que vous avez. Et tous les ans, comme vous vous rapprochez de cette date de terme, on va sécuriser une partie. On va partir à 30%, ensuite 25%, 20%, 15%, pour que surtout s'il y a un crack boursier très peu de temps avant l'échéance, effectivement, les gains réalisés sur les années antérieures ne soient pas dilapidés par ce crack. L'idée c'est vraiment ça, c'est l'horizon de placement. J'ai un horizon de placement long, je peux me permettre d'aller sur les actions. J'ai un horizon de placement court, il faut que je sécurise un maximum. Là c'est vraiment quelque chose de très important, surtout eu égard à la volatilité des marchés à l'heure actuelle et qui à mon avis restera comme ça. Mais vous êtes j'imagine d'accord avec cette analyse? Oui, tout à fait. Donc effectivement, le temps, c'est important également pour nous de savoir quel est l'horizon. Donc je dirais que pour résumer, il faut savoir, il faut connaître nos sociétaires ou nos épargnants, savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'ils souhaitent en rendement, et ensuite quel est leur horizon de placement. Effectivement, c'est vraiment quatre points qu'on doit savoir pour justement vous aider à placer au mieux et vous aider à choisir les unités de compte et le placement idéal pour vous. Donc, voilà, on vous a proposé un tour d'horizon qui est sans doute pas complet, hein, j'imagine, pour votre point de vue. Donc c'est pour ça qu'on se laisse à partir de maintenant un espace pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Donc on va commencer par faire circuler les micros. Et la première question est toujours évidemment la plus dure, donc on va passer directement à la seconde. Qui a des questions? Voilà. Monsieur, au premier rang, vous bien poser la seconde question. Ça marche tout seul, allez-y, parlez. Ah bon, d'accord. Dans la mesure où les banques centrales, avec les QE, dispensent largement des liquidités, ce n'est pas une raison de la baisse des taux. Comme on ne peut plus faire ni d'inflation ni de dévaluation pour rembourser les États, la seule façon c'est de baisser les taux. Dans quel cas, un épargnant se trouve coincé dans un piège dont il n'est pas à l'origine. Donc ça c'est quand même un problème majeur qui n'a jamais été abordé par personne et qui serait peut-être bon de mettre sur la table dans la mesure où nous, au bout du compte, notre ligne horizontale diminue alors que les autres font des choux bas. Bon, et d'un autre côté, il y a aussi le phénomène de réglementation qui, à force de se durcir,
ne permet plus d'avoir la souplesse de gestion et la confiscation par les taux fiscaux, disons, d'une partie de l'épargne qui, au lieu de pouvoir se réinvestir en capital, part dans les poches de l'État. Il y a 3 points là qui auraient été importants de traiter. Alors, on peut peut-être juste donner un mot, enfin dire un mot sur le dernier point que vous avez abordé, qui est celui de la fiscalité. Je pense que vous suivez assez régulièrement l'actualité et vous voyez que l'assurance vie est souvent en ligne de mire des gouvernements. Mais heureusement, grâce à un lobbying actif et qui a réussi à conserver le cadre fiscal de l'assurance vie. Donc c'est vrai qu'en matière d'épargne, je parle de cette fois en matière d'épargne, on n'a pas assisté à des durcissements importants, on va dire, de la fiscalité. Le seul durcissement qu'il y a eu ces dernières années, en tout cas celui qui me vient à l'esprit, c'est dans le cadre des contrats d'assurance vie en unité de compte, le fait que les prélèvements sociaux soient récupérés chaque année. Et donc ce qui fait un manque à gagner, on est d'accord, parce qu'il y a moins à capitaliser année après année. Mais l'essentiel qui est celui de la taxation allégée après 8 ans, pour l'instant, est préservé. Pour l'instant. J'ai pas l'impression, très honnêtement, que ça soit une question qui soit aujourd'hui sur le tapis. Ça l'a été il y a 2 ans, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. En tout cas, jusqu'en 2017, on va dire. Après 2017, on verra ce qui nous tombera sur le coin du doigt. Est-ce que vous avez envie de réagir l'un ou l'autre sur les points qui ont été abordés par monsieur? Effectivement, sur la fiscalité de l'assurance vie, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça reste un produit préservé, dans la mesure où la dernière réforme sur l'assurance vie date de 1998. Donc, du coup, par rapport à ça, effectivement, les prélèvements sociaux, tout le monde les a, les prélèvements sociaux. Donc, que ce soit sur l'assurance vie ou les autres produits, par rapport à la fiscalité. Mais effectivement, les assureurs se battent justement pour préserver la fiscalité de l'assurance vie, que ce soit en cas de décès et en cas de rachat. C'est vrai, juste pour peut-être rajouter un point, aujourd'hui, les encours moyens en assurance vie, c'est 1600 milliards. Et quand on fait le ratio, effectivement, obligation d'État, obligation d'entreprise, on peut considérer que ces 1600 milliards viennent à hauteur de 80% dans le financement d'économies par le biais des obligations. Donc c'est une manne, effectivement, dans laquelle l'État parfois a envie de plonger la main, mais jusqu'au moment où elle se rend compte que de toute façon, ça ne sert à rien, parce que ça finance déjà l'économie. Et notamment une grande partie de l'obligation d'État. Donc ça serait un peu schizophrène de sa part de vouloir mettre la main au pot d'un capital qui lui appartient, en quelque sorte. Donc c'est peut-être un peu ces équilibres-là, c'est pas les équilibres de la terreur, mais c'est les équilibres financiers qui font que finalement, l'un dans l'autre, l'assurance vie peut peut-être sans doute encore continuer à vivre sa vie quelques années. Je ne sais pas si c'est votre sentiment. Oui, effectivement, enfin, ce que vous dites, je les vois mal si la branche sur laquelle ils sont assis. Parce qu'effectivement, fiscaliser l'assurance vie, évidemment, ça entraînerait, si pas une décollecte, en tout cas une collecte moindre sur ce produit-là. Par rapport à ce que disait monsieur, je pense que justement, ça met un peu d'eau au moulin de cette importance de la diversification. Effectivement, le quantitative easing a pour effet de baisser les taux et pour le coup aussi d'amener un afflux de monnaie sur le marché. Je pense que ça explique aussi en partie la hausse de la bourse qu'on constate tous depuis le début de l'année. On sait que ce quantitative easing devrait durer jusqu'au septembre 2016. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des perspectives de performance. Attention, je ne suis pas devin. Moi, je dis toujours, ok, pourquoi pas mettre une dose du C, mais des options de gestion derrière. Pas comme ça, si ça monte, on gagne, si ça baisse, on ne part pas. Et c'est vraiment la philosophie que beaucoup d'épargnants ont. Quand ils nous confient 100 €, s'il y en a 110 à la fin de l'année, ils sont ravis. Et s'il y en a 99, par contre, c'est pas ce qu'ils souhaitent, je le comprends tout à fait. C'est vraiment autour de cet axe de réflexion simplifié qu'on travaille énormément pour essayer
tirer le meilleur de tout ça. Voilà, est-ce que, maintenant que la première question a été posée, on vous a eu, c'était vraiment la première. Est-ce que quelqu'un veut poser la seconde question? Oui, bonjour. À partir d'un certain âge, l'objectif de l'assurance vie se limite à la transmission. Dans ce cas-là, préconisez-vous d'avoir 100% de fonds en euros, ce qui n'est pas forcément possible quand on a une assurance vie qui a été obtenue par la loi, je ne sais plus comment, qui est obligée d'avoir 20% de fonds en action. Alors, je ne peux pas vous répondre. Quand vous dites que l'assurance vie, à partir d'un certain âge, a pour vocation unique la transmission, moi je constate dans les faits que ça a souvent aussi pour objet de générer des revenus complémentaires. On pense évidemment à la maison de retraite, la dépendance, ce type d'événements. Excusez-moi, je parlais pour moi, hein, je ne parlais pas en général. D'accord, ok. Alors on ne va pas faire de cas particuliers, on va faire des généralités. Mais je vais répondre aussi à cette question-là. Alors, effectivement, après, je ne connais pas votre âge, monsieur, je connais pas, votre espérance de vie, je la connais que de manière statistique. Par contre, alors, il existe des mécanismes. Et une option, enfin, c'est pas une option où ça dépend, qui est ce qu'on appelle la garantie plancher. La garantie plancher, c'est quoi dans un contrat d'assurance vie? C'est voilà, j'investis sur des unités de compte peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Par contre, j'ai la garantie que si je décède, mes bénéficiaires percevront au moins les sommes que j'investis. En cas de retrait, ça ne marche pas, qu'on soit bien d'accord, c'est une garantie décès, garantie plancher. Cette garantie peut être indexée, c'est-à-dire, ok, j'investis 100, j'investis ces 100 en actions, par exemple. Et si je décède, je veux à minima que mes ayants droit, mes héritiers, mes bénéficiaires aient 100 ans. Ça c'est possible. Si les actions vont passer de 100 à 150, eh bien c'est les 150 qui percevront immédiatement. Voilà des garanties plancher cliquées. C'est-à-dire que je veux garantir à mes bénéficiaires la plus haute valeur atteinte par mon contrat, je prends des risques, ça va monter, cette plus haute valeur atteinte reviendra à mes bénéficiaires. Vous voyez, il est possible d'aller sur des unités de compte, donc de vouloir doper la performance. Donc là, clairement, le préalable, c'est de se dire, je sais que moi, à titre personnel, je n'aurai pas besoin de cet argent, je le destine à les ayants droit, mais par contre, les performances du fonds euro ne me satisfont pas. Vous voyez, il y a cette solution-là en tout cas. Donc effectivement, par rapport à ça, je dirais que c'est des cas qui sont étudiés au cas par cas. Tout dépend aussi, toujours pareil, on disait tout à l'heure, de l'horizon de placement. Donc effectivement, c'est un point très important, la garantie plancher, parce qu'effectivement, toutes les compagnies n'ont pas cette garantie. Donc ça vous permet quand même d'investir sur des unités de compte tout en préservant, je dirais, vos héritiers en cas de décès, de récupérer le capital. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même pas mal de retraités qui recherchent également la rentabilité pour justement bénéficier de revenus complémentaires. Donc, je dirais que cette question est à étudier au cas par cas. Effectivement, je dirais que des personnes d'un certain âge sont amenées aujourd'hui à également faire des unités de compte. Donc, on vérifie aussi avec eux s'ils n'ont pas des vieux contrats, des PEA, des choses comme ça, justement pour aller booster sur des unités de compte. Mais c'est pas, je dirais que la bourse n'est pas forcément limitée à l'âge, notamment par l'assurance vie. Voilà. D'autres questions? Ah oui, monsieur. Oui, bonjour. Mais pour revenir sur la question précédente, là, est-ce que vous avez à peu près des ratios qui fixent, on va dire à un certain âge, 70 ans, 70% fonds euros, 75 ans, 75%? 80 ans, 80%, ce serait facile. Et à 100 ans, on arrête. Alors, on va déjà s'attacher à voir la répartition du patrimoine. C'est-à-dire,
ce placement représente quel pourcentage de l'épargne de la personne. Si c'est 5% de l'épargne, bon, voilà, on peut avoir plus de risques, alors que si ça représente 90% de l'épargne liquide de la personne qu'on a en face de soi, déjà le discours sera complètement différent. C'est quelque chose qu'on est obligé d'appréhender. Après, voilà, c'est un dialogue qu'on établit, c'est quelle est votre charge de performance. Si la personne me dit 8% et qu'elle est prête à prendre du risque, ok. On a plus souvent le cas inverse qui dit ah oui, moi je veux du 8%, ok, il vous faut donc mettre 70 ou 80% d'action, et bien elle dit ah non, c'est trop, donc je revois ma perspective de performance à la baisse. Vous dire voilà, on n'a pas, non, c'est vraiment du cas par cas, on n'a pas de tableau, ce serait trop simple et à mon avis pas adapté de dire voilà, vous avez tel âge, vous pouvez mettre tel pourcentage. C'est vraiment aussi par horizon de placement. On a des personnes de 70 ans qui disent moi si je suis en maison de retraite j'en aurais besoin, il y en a qui nous disent non, même ça, mes retraites me suffisent, j'ai d'autres choses par ailleurs, j'ai des revenus locatifs. Donc non, il n'y a pas de barème, en tout cas pas à ma connaissance et pas chez nous. Et chez vous, comment ça fonctionne? Alors déjà, bon, quand on est sur, il faut savoir que quand on est sur les personnes d'un certain âge, il faut aussi, on a un diagnostic conseil, parce que c'est vrai qu'on a aussi un devoir de conseil. Donc effectivement, on va s'attacher à savoir comment est réparti le patrimoine, quels sont les besoins, et par rapport à ça, on pourra justement vous guider dans la répartition des fonds, mais là je dirais que c'est vraiment une question au cas par cas, parce que le cas d'une personne il peut être complètement différent par rapport à une autre. Donc, mais par rapport à ça, il faut surtout savoir c'est l'horizon de placement, qu'est-ce que vous avez en patrimoine, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin en revenus, est-ce qu'effectivement il y a des problématiques de maison de retraite ou des choses comme ça, parce qu'il y a d'autres solutions à côté qui font que ça pourrait aussi répondre à cette contrainte. Donc là, c'est au cas par cas. Très bien. Donc, vous pourrez aller voir les différentes, nos différents partenaires qui sont présents aujourd'hui, qui vous feront une étude au cas par cas. D'autres questions? Oui, devant. Oui, je reviens juste sur la garantie plancher que vous avez évoquée. Dans la mesure où on serait sur un contrat d'assurance vie viager, je ne comprends pas comment elle fonctionne, parce que dans ces cas-là, sur l'unité de compte, il n'y a plus de prise de risque. Puisque la garantie plancher, on indique que lors du décès, les bénéficiaires toucheront au moins les sommes investies en unité de compte, donc alors où est le risque? Je ne comprends pas. Alors, je vais reprendre le mécanisme. Je suis épargnant et j'investissant sur des unités de compte. Ces unités de compte peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. On va prendre donc un contrat d'assurance vie se dénoue au décès, il y a une clause bénéficiaire et on remet au bénéficiaire. Première hypothèse, les 100 sont devenus 120. Pas de souci, on met un chèque de 120 au bénéficiaire. Par contre, les 100, si c'est des unités de compte, vous serez d'accord avec moi qu'elles peuvent être valorisées à 80 au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, peu importe. Et là, ok, mais tout épargnant ne sera pas satisfait si on lui dit voilà, vous pouvez investir 100, mais vos bénéficiaires auront ce qu'il y a sur le contrat. Et ça, nul ne peut le savoir. Donc cette garantie est là pour dire voilà, vous pouvez prendre du risque, donc cherchez à développer votre performance, et que si jamais votre pari, entre guillemets, j'ai mis des guillemets, était perdant, cette garantie plancher vous assure que c'est bien vos bénéficiaires par 100%. Il y a juste par contre une nuance qui n'a pas été dite tout à l'heure, c'est que en général, cette garantie plancher a quand même un terme, c'est-à-dire que l'assureur ne va pas garantir de manière viagère, parce que vous avez utilisé le mot viager, ceci, c'est-à-dire qu'on aura des termes à 75 ou 80 ans pour la personne sur cette garantie plancher. Et parce que peut-être qu'à un moment donné, effectivement, tout à l'heure je vous avais parlé de gestion par horizon, peut-être qu'à ces âges-là, on va effectivement à un moment donné préconiser d'aller sur des fonds plus sécuritaires. Si la personne ne le veut pas, ok, mais par contre, là c'est elle qui assumera le risque de perte en capital et ce ne sera plus l'assureur. À un moment donné, l'assureur ne couvre pas certains risques. Alors, peut-être juste préciser un point. La prise de risque, effectivement, elle est nulle pour le bénéficiaire dans le cadre de la garantie
plancher, parce que le bénéficiaire est assuré de percevoir le montant du capital investi. Par contre, la prise de risque, elle est totale pour le souscripteur, pour l'épargnant qui, lui, s'il voit son épargne fondre à 70 et qu'il a besoin de cet argent de son vivant, il ne bénéficie pas de la garantie plancher. Donc les 100 sont devenus 70 et il se retrouve avec 70. Il n'a pas de mécanisme, lui, il n'a pas d'assurance qui lui permet de garantir contre les mauvais. Donc la garantie plancher, ça n'a d'intérêt que pour les bénéficiaires, d'accord, pas pour les épargnants. Et dans le cas de cette garantie plancher, disons, on entend dire que les assureurs ne versent pas la totalité de la performance, mais en mettent une marge de côté justement pour pouvoir servir ce prix plancher en cas de problème. Donc il y a, au lieu de, mettons, desservir 10% de rentabilité, ils en desservent 6 ou 7, d'accord, l'autre pourcentage étant préservé et stocké donc en vue, disons, de ce versement de la prime plancher. Donc je dirais que effectivement chez nous c'est quelque part c'est mutualisé, hein. Donc c'est compris dans les frais de gestion, donc la garantie plancher. Donc effectivement la garantie plancher à terme, hein, ça s'arrête à 80 ans en règle générale, mais ça permet justement de préserver, je dirais, les héritiers en cas du moins de perte du capital. C'est sûr que c'est quand même une garantie qui est quand même intéressante. En fait, la garantie plancher, c'est une assurance, si on comprend bien. Voilà, c'est une assurance, et comme toute garantie, elle a un coût, effectivement, donc, qui est répercuté en général sur les frais de gestion. Par contre, l'ordre de grandeur est bien moindre que les 4% que vous avez semblé évoquer en parlant de 10 à 6. Je vais vous parler de ce que je connais. Donc, la garantie plancher, ça coûte à peu près 0,18 en termes de majoration de frais de gestion. On parle bien de 0,18%. Donc, après, ça dépend, soit sur certains contrats, elle est facultative, soit elle est effectivement d'office. Ça peut venir majorer les frais de gestion, mais après, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin? Évidemment que si quelqu'un est investi à 100% sur le fonds euro, donc sur une sécuritaire, il n'y a pas de garantie plancher, donc il n'y a pas de coût lié. Voilà, c'est de l'optionnel. En général, c'est des choses qui doivent être abordées par rapport. Vous savez, aujourd'hui, Lucille a utilisé le mot couteau suisse, c'est vraiment ça l'assurance vie, en tout cas sur des contrats élaborés. C'est-à-dire qu'on peut vous mettre des options que vous souhaitez, enlever celles dont vous n'avez pas besoin, que vous pourrez rajouter par la suite. Si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'un contrat d'assurance vie, je crois que c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il faut bien regarder. C'est un placement long terme, en tout cas moyen-long terme. On ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais le livret A, le LDD font très bien le court terme. À aujourd'hui, si j'ai des horizons de placement plus longs, alors je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais il n'y a pas beaucoup de placements qui sont plus avantageux que l'assurance vie dès que j'ai cet horizon. Et avec cette multitude d'options possibles, ce dosage, beaucoup d'actions parce que je suis jeune, je vais les sécuriser au fur et à mesure, je vais à un moment donné mettre cette option-là. Voilà, il y a vraiment moyen de faire un nu sur mesure. Et c'est là où, quand on dit c'est du cas par cas, voilà, il n'y a pas. Il faut vraiment bien partir de vos attentes, de vos prérogatives. Ça peut être de la transmission, ça peut être de revenus complémentaires, ça peut être de financer un projet. Et en fonction, une fois que tous ces objectifs sont bien déterminés, on est capable de vous trouver une solution adaptée à votre situation. Monsieur. Une question concernant les avances et les rachats. J'entendais l'autre jour sur BFM que, il est peut-être plus intéressant de faire des rachats que des avances, ce qui, moi, m'étonnait. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Là, je dirais que c'est également au cas par cas. Vous allez me dire que c'était pour vous aujourd'hui. Mais effectivement, l'avance, c'est vraiment à utiliser quand vous avez un besoin là, immédiat, et que vous savez que vous pouvez le rembourser rapidement. Si c'est pour faire une avance pour la rembourser dans 4 ans ou 5 ans, il vaut mieux faire le rachat. Tout dépend pourquoi vous avez besoin de cet argent, est-ce que vous pouvez le replacer? Et après, il faut regarder aussi par rapport à l'impact fiscal, si votre contrat arrive au terme des 8 ans, est-ce qu'il est jeune?
Donc je dirais qu'il y a pas mal de points à prendre en considération avant de vous répondre. Est-ce qu'il est mieux de choisir l'avance ou le rachat? Effectivement, c'est au cas par cas. Il y a effectivement, souvent c'est pour des raisons fiscales et bon, il y a déjà, je ne vais faire une avance que si je sais que je vais avoir l'argent pour le remettre sur le contrat sur une durée courte. On a aussi souvent un point pour lequel on peut pencher pour l'avance, c'est par exemple une personne qui a plus de 70 ans. J'ai fait, le 70 ans étant une date importante dans le cadre de la fiscalité de l'assurance vie, au niveau de la transmission, on peut transmettre 152 000 € par bénéficiaire si j'ai investi les sommes avant 70 ans. Je parle bien de la date d'investissement, surtout pas de la date du décès. Et on passe à 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires. J'ai un besoin ponctuel d'argent, j'ai un contrat d'assurance vie, je viens d'avoir 71 ans. Voilà, on va plutôt préconiser l'avance. Disons, c'est dommage d'aller retirer de l'argent investir aux 70 ans pour venir le remettre peut-être ultérieurement après vos 70 ans. Là, pour le coup, fiscalement parlant, ça peut être un mauvais calcul. Et si la personne nous dit oui, mais je ne vois peut-être jamais de rentrée d'argent d'ici là, bon, on part sur du rachat. Voilà, on va adapter. Une question sur les frais d'entrée. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui acceptable en termes de frais d'entrée, surtout avec des rendements de 2,5%? Si les frais d'entrée sont aussi de 2,5%, ben la première année, on n'a rien gagné. Tout se négocie, non, chez vous? Tout se négocie, et puis après, si vous prenez un contrat sans aucune option, etc., ce sera peut-être moins cher aussi que... Tout dépend de l'ingénierie qu'il y a derrière. Alors, il y a plusieurs points. C'est pas du tarif à la tête du client, ça c'est évident. Ça va être fonction des montants, déjà. Et vous comprendrez que entre un investissement de 10 000 € et un investissement de 500 000 €, les niveaux de frais seront différents, et c'est vrai, inférieurs pour les bons montants. À un moment donné, il faut aussi dire les choses. Les compagnies d'assurance ont des coûts fixes par rapport à... Lorsque je souscris un contrat, il y a des gestionnaires qui passent autant de temps sur une émission de contrat de 1 000 € qu'une émission de contrat 500 000 €. Les frais de gestion étant proportionnels au montant investi, vous comprendrez qu'effectivement, à un moment donné, il est logique que pour des sommes moins, les frais soient supérieurs. Après, quel est le montant? Le plus bas possible, c'est ce que vous voulez entendre. Donc c'est vrai qu'on trouve des solutions à 0%. Après, ce qu'il faut voir, c'est quel conseil donner. C'est quand même souvent l'arbre qui cache la forêt. J'entends par là qu'aujourd'hui c'est tellement complexe, avec la législation, on parlait de réforme, il y a une réforme qui s'appelle la réponse ministérielle Baquet, qui a profondément changé les choses au niveau de l'assurance vie. Ça veut dire qu'effectivement, je vais sur Internet, je prends un contrat à 0%, sauf que j'ai pas eu de conseil, j'ai pas vu qu'il est en moyen communauté, que j'ai des biens communs, j'aurais mieux fait de faire un montage différent, et que si à mon décès, j'ai la moitié du contrat qui est réintégré, que je suis dans une tranche d'imposition à 30% en termes de droit de succession, le 0,5 ou le point gagné sur des frais sur versement qui aurait été gommé sur les 10 années, je peux vous dire qu'il est largement perdu par rapport à ce défaut de conseil à un moment donné. Donc, à aujourd'hui, il y a un prix du marché. Les frais sur versement ont énormément baissé sur les 10 dernières années, et grâce, il faut dire, à la concurrence aussi des contrats Internet. Maintenant, il y a le prix, mais il y a le conseil aussi qui, à un moment donné, se paye. Et pour le coup, en tout cas, en général, dans la compagnie d'assurance, à travers des frais sur versement. Après, il y a un bon prix, il faut faire jouer la concurrence, et c'est sûr. On paie combien chez vous? Je dirais que tout dépend du montant. Donc effectivement, les frais sont à la base dégressifs. Ensuite, effectivement, on peut les négocier. Mais après, tout dépend de ce que vous recherchez. Comme Alexandre le disait, c'est vrai qu'on a la concurrence avec Internet. Moi, j'ai toujours Internet, 0 frais, 0 conseil. Donc derrière, effectivement, nous, les frais, ça permet aussi de financer justement le réseau et la gestion qui est derrière pour vous suivre, pour vous accompagner. Dès qu'il y a des réformes, de venir vous voir en disant attention, effectivement, il y a eu l'amendement Baquet, on a eu pas mal de pédagogie par rapport à ça, de transformer certains contrats ou autres.
Et après, il faut regarder aussi, c'est les frais de gestion, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, parfois, on peut avoir peu de frais de versement et beaucoup de frais de gestion. Je dirais qu'à ma foi, il vaut mieux avoir un peu plus de frais d'entrée au départ et moins de frais de gestion, parce que les frais de gestion, vous les payez tout au long de la vie de votre contrat. Puis n'oubliez pas que les conseils aussi, vous pouvez les avoir en lisant en particulier. Ça, on est bien d'accord. D'autres questions? Ah, plein de questions formidables. On va faire des ordres de passage. Je vous apprends. Vous n'avez pas répondu à la question quels sont vos frais de gestion à vous, minimum, maximum. C'est ça que l'on veut savoir. C'est vrai ça. C'est ça que je veux savoir. Alors les frais sur versement, nous on commence à 2,5, mais c'est vraiment sur les plus petits versements et effectivement tout dépend du montant que vous souhaitez investir, ça c'est quelque chose qu'on arrive toujours à négocier et au niveau des frais de gestion, on est à 0,48 en frais de gestion. 2,5% ce sont des frais d'entrée. C'est quoi? Et pour un très gros montant, 500 000 euros. Oui, on raisonne essentiellement, on prend, je dirais, on compte l'intégralité du patrimoine et des enjeux qu'on a par rapport à ça. Effectivement, ensuite, sur des gros montants, on peut raisonner sur des forfaits de frais à 500 000 euros. À combien donc de frais, de pourcentage? On peut être à 0,5, même en dessous de 0,5. Je vois, d'accord. Plus le montant investi est bas, d'accord. Le maximum, c'est 2,5. Voilà, tout à fait. On commence à 2,5. D'accord. Merci. Question ici, le monsieur avec un blouson. Ensuite, j'ai vu des mains levées ici. Et monsieur là-bas qui lève les deux mains. Ah bah, c'est lui qui a le micro. Donc c'est la loi du micro. Oui, bonjour. Vous avez brièvement évoqué tout à l'heure les fonds, la dominante immobilière au travers des CPI. Est-ce que vous pouvez nous dire également là s'il y a une garantie en capital et quels sont les avantages et inconvénients de ce compartiment? Alors oui, ça reste des fonds euros, donc avec les trois caractéristiques que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire une garantie en capital à tout moment, un effet cliqué et une disponibilité immédiate. D'accord ? Donc simplement, certaines compagnies d'assurance ont adossé leurs fonds, qui sont des fonds cantonnés, sur des sous-jacents immobiliers plutôt que des sous-jacents obligataires. Donc effectivement, c'est une stratégie qui, en termes de rendement, à aujourd'hui est plutôt gagnante. C'est pas compliqué, on sait que c'est souvent l'immobilier d'entreprise, on sait que l'immobilier d'entreprise a un rendement en tout cas supérieur au rendement obligataire. Les OAT 10 ans, on en a parlé brièvement, sont à 0,7-0,8. Donc évidemment c'est supérieur. Moi ma vision c'est que c'est malgré tout même si sur le papier effectivement il y a une garantie en capital, c'est pas un placement tout à fait sans risque, il y a forcément un risque de liquidité. J'entends par là que si à un moment donné il peut y avoir un retrait massif de cycle de fonds, c'est l'immobilier derrière, ça ne se vend pas du jour au lendemain comme une obligation peut se vendre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'un retournement du marché immobilier. Je ne dis pas qu'il va y en avoir un ou pas, je ne suis pas compétent en la matière, mais on sait que l'immobilier est relativement haut. Et que si demain ces fonds-là avaient un succès grandissant, comment feraient les gestionnaires pour trouver des biens intéressants? C'est-à-dire si demain tout le monde cherche des biens immobiliers, bail commercial, etc., voilà, l'offre est telle qu'elle est. Si la demande explose, à un moment donné, les gestionnaires seront obligés d'être moins regardants sur la qualité des biens. Je pense que ce qui fait le succès aujourd'hui, c'est que ça reste des fonds qui ont des encours relativement raisonnables. Donc les gestionnaires ont pu trouver des biens de qualité. Voilà, c'est ce que je disais, je pense que les précurseurs ont eu raison. Et est-ce que les suivants ont raison? Ça, je vous laisse en décider par vous-même. Tout en sachant, on rappelle bien que ces fonds, ça reste des fonds d'euros, donc avec une garantie en capital permanente. Voilà. Monsieur avait une question à poser. Bonjour.
l'assurance vie. Vous êtes encore physiquement circuité. Vous aurez la prochaine. Je ne vous vois pas. Ah oui, au fond. Bonjour. Vous avez l'assurance vie individuelle pour le couple. Madame pensionnaire d'assurance vie, monsieur pensionnaire d'assurance vie. Que pensez-vous de l'assurance vie en coadhésion? Quels sont les avantages? Bien sûr, s'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Merci. Donc effectivement, les contrats en coadhésion, on en a. À un moment, c'était simplement possible pour les couples qui étaient mariés sur le régime de la communauté universelle. C'est vrai qu'avec l'amendement Baquet, on a revu nos contrats et notamment les régimes matrimoniaux pour savoir. Après, c'était tout un calcul à faire de l'impact de l'amendement Baquet. Et effectivement, dans certains cas, on a été amené pour justement réduire la fiscalité en cas de décès à faire des contrats en coadhésion avec un dénouement au premier décès. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de contrats en coadhésion avec dénouement au deuxième décès, mais à ce moment-là, par rapport à l'amendement Baquet, je dirais que ça n'a aucun impact. Oui, juste pour compléter tes propos. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, bon, cette réponse spéciale Baquet, elle vient dire que pour les gens mariés en communauté qui auraient investi des biens communs sur un contrat d'assurance vie au nom de madame, par exemple, et c'est monsieur qui décède. Dans ces cas-là, aujourd'hui, fiscalement parlant, on va dire voilà, le contrat de madame, qui lui n'est pas dénoué, on est bien d'accord, c'est monsieur qui est décédé, ayant été investi avec des biens communs, le notaire va devoir intégrer la moitié de la valeur du contrat dans la masse successorale. C'est ça la portée de la réponse spéciale Baquet. Donc pour éviter ce fait, il existe plusieurs solutions. Une qui est ce qu'on appelle le préciput. Donc ça se fait devant un notaire, c'est un avantage matrimonial pour justement dire voilà, ce bien commun va être prélevé avec la communauté pour devenir un bien propre. Où on passe effectivement par ce montage de souscription conjointe dès le premier décès pour éviter cette intégration. Alors ça peut avoir plein d'autres avantages, parce que l'inconnu dans un couple, c'est qui partira le premier. Si vous avez la certitude que c'est monsieur ou que c'est madame, dans ces cas-là, effectivement, on met tout sur le contrat du premier qui part pour les bénéficiaires. Ça peut avoir un intérêt, voilà, au premier décès, je peux en transmettre une partie à mes enfants, mais qui partira le premier. Donc il peut y avoir plein d'intérêts, encore une fois, il faut toujours partir des objectifs des personnes et derrière les conseillers bien formés trouveront la solution, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir. Vous voulez dire qu'il faut faire du cas par cas? Je pourrais essayer de dire. Mais effectivement, par rapport à ça, j'aurais quand même rajouté que, idéalement, pour prendre cette décision, l'idée c'est quand même de faire un bilan patrimonial, ça permet effectivement de fixer les bases et de dire effectivement en restant dans ma situation, voilà l'impact sera en cas de décès de l'un ou de l'autre, et si je pars sur un contrat en coadhésion, de voir justement la différence. Mais avant de prendre une telle décision, je pense qu'il faut vraiment l'étudier par le biais de conseillers qui pourront vous aider justement avec des bilans patrimoniaux. Et je le rappelle, lisez le particulier, on doit sans doute traiter ce sujet au moins un numéro sur deux. Bonjour, j'ai deux questions différentes. Je reviens sur le Baquet. Le Baquet, contrairement apparemment à ce que dit madame, ce n'est pas un amendement, c'est une réponse ministérielle. Alors, c'est une réponse ministérielle qui a été publiée au BOFIP, Bulletin officiel des finances publiques, qui apparemment n'est ni une loi, ni un décret-loi, ni un décret. Certes, je le répète, publié au BOFIP, mais il me semble qu'il y a une réponse qui date de 1997, cette fois-ci d'un sénateur qui a posé la question au gouvernement, et la réponse du gouvernement a été que toute réponse fournie à un ministre n'a valeur que de doctrine administrative. Quel est le poids, dans ces cas-là, de cette réponse ministérielle Baquet, étant donné que ce n'est qu'une doctrine, est-ce que c'est opposable à tous? Alors là, il y a un grand silence qui se fait dans la salle. Est-ce qu'on a un notaire dans la salle? Est-ce qu'on a un juriste dans la salle? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, monsieur Vargouche, je connais bien, je vais vous répondre, mais dans la mesure de ce que je connais n'étant pas juriste. En tout cas, à aujourd'hui, les notaires demandent aux compagnies d'assurance
et les compagnies d'assurance s'exécutent pour la plupart. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Effectivement, quand c'est passé, il y a eu la rétention de certaines compagnies d'assurance, mais qu'on finit par rentrer dans leur rang. Maintenant, sur l'aspect très technique que vous posez, là, je ne vais pas trop touche. En tout cas, aujourd'hui, c'est appliqué par les praticiens. Sachant que la Chambre des notaires ne se positionne pas, sachant que je ne sais pas encore si le Conseil supérieur du notariat se positionnera, sachant que toutes les publications des notaires concernant le décès entre autres ne parlent pas du baquet, information des notaires très sélective, dirons-nous. Ça, c'était ma réflexion sur le baquet suite à votre intervention justement sur le baquet. Alors, je vous ai apporté juste un début de réponse, c'est pas un début de réponse juridique, mais un début de réponse pratique. Effectivement, on est souvent amené, nous, dans le cadre de nos articles, d'évoquer cette fameuse réponse baquet. Donc, n'ayant pas la science infuse, on demande nous aussi aux notaires de s'exprimer sur ce point-là, et on va dire 10 fois sur 10, les notaires l'évoquent d'eux-mêmes, sans qu'on ait besoin de l'évoquer. Et donc, il semblerait que, en tout cas, les notaires auxquels on parle appliquent la doctrine issue de la réponse ministérielle baquet. Mais on est d'accord, ce n'est que de la pratique. C'est normal, ça fait augmenter leurs frais. Hein, du fait que ça rentre dans l'actif successoral pour la moitié. Ça, c'était, je répète, ma réflexion sur le baquet. J'ai une question tout à fait différente, qui n'a aucun rapport avec le baquet. L'État, empruntant cette semaine sur les marchés à un taux négatif, si cela perdure, quelles conséquences pour la rentabilité des contrats fonds euros, étant donné que c'est basé sur les obligations? Et deuxième question, est-ce que SMAVI et la Mondiale sont souscripteurs de ce type de contrat, d'emprunt, pardon? Qui va commencer? Alors, je vais commencer. Par rapport à l'impact sur le rendement des fonds euros, les projections, et je pense que ça a été dit brièvement, nous amènent à, toutes choses étant égales par ailleurs, à des rentabilités de fonds euros d'ici à une raison de 3 ans inférieure à 2%. D'accord? Ça c'est si rien ne change. Hein. On parlait de remontée de taux éventuels. Et pour la deuxième partie de la question, alors j'ai pas entendu que c'était des taux négatifs, mais... Si, ça taux négatif. En tout cas, oui, en tout cas, je parle pour la Mondiale, prend des OAT. Alors, pour le coup, est-ce qu'ils vont aller prendre des négatives? J'en sais rien. Mais les OAT dont on parlait beaucoup à 10 ans, à 0,6, 0,7%, oui, on se doit d'en prendre pour assurer aussi la sécurité. Hein, c'est ce qu'on disait. Grosso modo, les obligations d'État, ça va représenter à peu près 50% des 80%. Après, est-ce qu'il faut aller chercher des OAT grecs pour du rendement, mais sans être sûr d'être remboursé? C'est notre question. Certains l'ont fait, certains se sont brûlés. Donc voilà, je parle pour le groupe que je représente aujourd'hui. Nous, on a des engagements de long terme, la retraite notamment. Donc quand on investit l'argent chez nous, c'est parce qu'on cherche une gestion de long terme de famille. Ce qu'on veut, c'est que l'argent soit toujours là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Donc oui, le groupe se doit d'investir sur des choses sûres. Aujourd'hui, les obligations d'État sont considérées comme ce qui se fait de plus sûr, donc ce qui rapporte le moins aussi. Et après, il y a de la diversification. C'est comme en portefeuille assurance vie, il faut diversifier. Donc il y en a, oui. Le moins possible, il y en a. Donc je dirais que l'OAT négatif, je pense que c'est sur une courte durée. Actuellement, je sais que les OAT, depuis le premier trimestre, ont été sur du 10 ans entre 0,7 et 0,5. Bon, après, je veux dire, les OAT, à un moment ou à un autre, vont certainement remonter. Donc effectivement, on prend des OAT sur X années, justement, pour essayer d'équilibrer le fonds de rendement. Mais bon, on sait très bien que, comme on vous l'a dit au départ, le fonds en euros, effectivement, sera aux alentours de 2 si rien ne change pour le moment. Et après, oui, c'est ma vie, on a des engagements aussi sur du long terme, hein, parce qu'on assure aussi bien la retraite et autres, mais on assure également tout ce qui est risque décennal et civil, parce qu'on suit les entreprises du BTP.
Et on investit effectivement sur les EAT françaises, mais également on a des investissements immobiliers justement pour essayer d'augmenter notre rentabilité. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez du démembrement et du quasi-usufruit? Vous êtes très juridique. Donc le démembrement, c'est toujours pareil, hein. C'est comme on parlait tout à l'heure de l'amendement Baquet. Je dirais que c'est à étudier. Après, tout dépend de l'impact au niveau patrimonial. Effectivement, aller faire du démembrement alors que le patrimoine, avec les abattements qui existent, n'est pas nécessaire. Après, c'est à étudier. Le démembrement, c'est aussi pour gagner au niveau fiscal, au niveau des droits de succession, mais il faut que ce soit bien encadré, bien suivi. Et après, il faut surtout gérer, c'est au moment du premier décès avec la convention de quasi-usufruit. On va prendre peut-être une dernière question. Voilà, c'est madame qui vient de la dernière question. Une question toute simple. En cas d'arbitrage, est-ce qu'il y a des droits, des frais d'entrée? Bon, il y a des frais de gestion, bien sûr, certainement, mais des frais d'entrée. Pour aller de l'UC, enfin des unités de compte à l'arbitrage en fonds en euros. Écoutez, chez nous, on a des possibilités d'arbitrage. On a le droit à un arbitrage gratuit par an. Ensuite, tout dépend combien d'arbitrages vous voulez faire dans l'année. Mais effectivement, quand vous faites des arbitrages, on le disait tout à l'heure, l'assurance vie, c'est un contrat moyen et long terme. Mais après, ça, c'est toujours pareil, c'est des choses qui se négocient chez nous au niveau de la SMAVI. Donc vous faites un arbitrage gratuit par an? Voilà, tout à fait. D'accord. Et chez vous, pour la mondiale? Je vais vous par l'image. Si oui, c'est de la Clio dont vous avez besoin, vous aurez effectivement un arbitrage gratuit par an. Si vous montez dans une marque allemande, t'emporte la Mercedes, vous pourrez en avoir beaucoup plus. J'entends par là, j'ai pas de réponse unique à ça. Ça va vraiment dépendre de la solution, mais en général, oui, l'ensemble des compagnies offrent un arbitrage gratuit par année civile. Les suivants sont soit payants de manière forfaitaire, soit en fonction en pourcentage des sommes arbitrées. Si vous êtes épargnant, vous dites je vais réaliser régulièrement les arbitrages, mais ce sera un point sur lequel il faudra que vous soyez vigilant lors de la souscription d'un contrat. Est-ce que c'est du forfaitaire? Nous, on a un contrat où c'est 15 € l'arbitrage, donc si j'invite 100 000 €, c'est très peu. Si j'invite 1 000 €, ça commence à être plus important. Dans la pratique, on constate qu'il y a peu d'arbitrages qui se font, sauf exception évidemment. C'est-à-dire qu'en général, quand l'épargnant prend une position, et si elle a été bien déterminée dès le départ, c'est quand même bien le but, il y a peu d'arbitrages qui se font. Ou alors c'est des arbitrages qui sont dans le cadre des options de gestion qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc il est rare d'avoir plus d'un arbitrage par an. Donc, en général c'est gratuit, en tout cas sur un contrat adapté à votre situation. Si c'est votre cas, vous trouverez des arbitrages gratuits. Il n'y a pas de légalité en la matière. Vous dites un par an, c'est pas légal ça. C'est pas illégal. Non, du tout. En tout cas, c'est ce qu'on fait. C'est ce qui est fait, donc à mon avis, c'est légal. C'est contractuel. C'est contractuel. Écoutez, merci beaucoup pour avoir assisté à ce premier débat. Je vous rappelle que les rencontres patrimoniales durent toute la journée. Vous aurez deux autres débats. Un premier sur l'immobilier en début d'après-midi et un suivant vers 7h30, je crois, sur la bourse. Tous nos partenaires sont présents sur leur stand et répondront volontiers à toutes vos questions. Donc je vous souhaite une très bonne suite de journée patrimoniale